Entrez. Bonjour. Oui, Savignoni, vous vouliez? Je voulais pas vous déranger, je vais récupérer les clés du clocher pour ma visite. Ah oui, les clés de Saint-Amand. Non, pas Saint-Amand, la cathédrale. J'ai un groupe à 10h. La cathédrale? Oui, la cathédrale de Rhodes. Plaît-il? La cathédrale Notre-Dame de Rhodes. La cathédrale la plus proche, vous le savez, c'est à 70 km, c'est à 1 heure de route, c'est Albi. Ben non. La cathédrale de Rhodes. Avec son clocher de 80 mètres de haut. On le voit depuis l'Aubrac. 100 mètres de long. 27 chapelles. Elle est toute en grès. En grès. C'est joli en grès. Et de quelle couleur? Et elle serait où cette cathédrale? La place d'Armes. Place d'Armes, rien que ça. Ben oui. Bon, vous commencez à me fatiguer. J'ai une course à faire là-bas. On descend, vous allez me la montrer, cette cathédrale. Sauf votre respect, c'est quand même incroyable comme cette discussion. Ne me fais pas dire, Savignoni. Bon, Savignoni, c'est bon là? Je vous l'avais dit, je peux aller faire mes courses? Enfin, c'est pas possible. Tout commence une nuit de février 1276. La vieille cathédrale romane de Rhodes était plongée dans l'obscurité et le silence. Seules les petites flammes des cierges sautillaient doucement à l'entrée des chapelles. Soudain, vers 3 heures du matin, une lourde averse de pierres s'écrase au sol sur les grandes dalles de calcaire, suivie d'un court et menaçant silence, comme un souffle retenu, douloureux. Le clocher de la cathédrale de Rhodes vient de s'écrouler sur son cœur, l'écrasant dans sa chute. Au matin de l'effondrement, 2 possibilités s'offrent à l'évêque Raymond de Calmondolt, reconstruire la partie détruite et conserver l'ancien édifice, ou profiter de la prospérité de la ville, des campagnes et du clergé, en osant une nouvelle cathédrale, comme celle se dressant déjà, majestueuse, vertigineuse, dans le nord du royaume, à Reims, Chartres, Amiens, Beauvais, mais aussi plus proche, à Limoges, Narbonne, Béziers, Clermont d'Auvergne. Le choix est fait. La grande décision est prise. Ce sera Notre-Dame de Rhodes, bâtie en grès rose et avec un chantier que l'on espère peut-être achevé en moins d'1 siècle, comme les grands édifices du Nord. Mais bâtir une cathédrale reste une épopée humaine. La grande traversée d'un océan inconnu. L'histoire. La première pierre est posée le 25 mai 1277. À l'est, dans le cœur, là où viennent atterrir les premiers rayons de soleil, comme une présence divine, Dieu lumière. Le maître d'œuvre, l'architecte, a été choisi par les religieux pour établir les plans de la nouvelle cathédrale, diriger sa construction et engager les maîtres artisans qui travailleront sous ses ordres. Les maîtres carriers, dont la science consiste à savoir reconnaître les endroits où creuser, les tailleurs de pierre, les sculpteurs, les gâcheurs ou morteleurs de chaux grasses, de mortier, les maçons, les charpentiers, les forgerons, les couvreurs, les verriers. Un demi-siècle plus tard, vers 1330, les 11 chapelles du chœur, hautes de ciel et larges de ventre, semblent construites. On a bâti en englobant l'ancienne cathédrale, que l'on utilise encore, tout en la démolissant au fur et à mesure de l'avancée du chantier. Le plan est élaboré avec l'évêque, qui est à la fois homme d'église, serviteur de Dieu, mais aussi seigneur de la cité et maître d'ouvrage de la cathédrale. Entouré de l'assemblée des chanoines dont un, le chanoine ouvrier, chargé de veiller à la bonne marche du chantier et aussi de former son successeur. Tout au long de l'aventure, d'autres mains veillent toujours à mettre le plan en sécurité. C'est la carte de navigation du grand voyage en cathédrale. Il faut imaginer la cité en ébullition permanente. Les riverains réveillés dès l'aube à l'embauche des ouvriers, la mise en place des échafaudages, des engins de levage, trépieds, potences et grues, au voyage incessant des lourds charrois de bœufs, aidés de leurs colliers d'épaule pour tracter des billes de bois et des pierres déjà dégrossies, depuis les carrières rougissantes de grès, de Combelles, de Saint-Même ou de Saint-Félix. Le bois joue un rôle indispensable pour la construction.
c'est la matière des grues, des échafaudages et des cintres. Pour hisser les pierres vers le ciel, à partir d'une grande hauteur, la grue en bois roue d'écureuil est souvent requise. Une personne ou deux, suivant sa grandeur, entre dans cette grande roue et assure sa rotation en marchant à l'intérieur, entraînant un axe sur lequel s'enroule le cordage supportant la charge. Mais au XIVe siècle, la guerre de Cent Ans opposant le royaume de France à l'Angleterre ralentit le chantier. La crise engendrée par le conflit assèche les ressources économiques. Et un autre malheur approche, silencieux et sans visage. C'est la grande pestilence ou la grande mortalité, le fléau de la peste noire. C'est comme une fin du monde. Il faut revoir le plan et renoncer au projet des 2 clochers assis sur les chapelles de plan carré prévus sur les côtés sud et nord du chœur. Des pierres ont déjà été hissées, elles ne serviront pas. Aujourd'hui encore, elles témoignent de ce rêve figé. Un clocher isolé est finalement édifié, très massif, avec des murs épais de 3 mètres, percé d'étroites ouvertures et surmonté d'une flèche couverte par des plaques de plomb. La guerre de Cent Ans sévissant dans le royaume, ce clocher affiche de loin sa vocation défensive. Un puits est aussi creusé dans la chapelle Sainte-Agnès, juste à côté de l'accès à la tour. Voilà maintenant 2 siècles que la cathédrale se construit peu à peu, selon les aléas du temps et de sa dureté. Plus de 10 évêques se sont succédés depuis la pose de la première pierre, avec la même foi, la même pugnacité et toujours cette audace des hommes de l'art poursuivant le même rêve, offrir à Dieu et aux hommes une des plus belles cathédrales du royaume. Si le chantier a connu une période de ralentissement, à partir de 1440, les travaux prennent une ampleur considérable. Notre-Dame de Rodez devient alors l'une des cathédrales françaises les plus riches en réalisation de cette époque. Les parties hautes du chœur, le transept, les portails nord et sud et les premières travées orientales de la nef sont érigés. Les réseaux de pierre des fenêtres deviennent plus complexes et s'animent. Les pierres ondoient et dansent en un grand brasier. Le gothique devient flamboyant. Pour accueillir les chanoines dans les stalles, au pied des majestueuses colonnes claires et sobres du chœur achevées au XVe siècle, s'est élevée en 10 années une autre cathédrale, en bois celle-ci, toute parée de dentelles et de broderies de chêne, chef-d'œuvre du menuisier André Sulpice, originaire de Bourges et déjà auteur en rouergue des stalles de la collégiale de Villefranche-Rouergue. Des statues religieuses sacralisent l'espace, présentant notamment dès l'entrée du chœur la Vierge et l'archange Gabriel. Au fond, près du maître-autel, une stalle épiscopale se distingue par son ornementation et sa très haute et élégante flèche, terminée par un ange. Il suffit de relever les tablettes des sièges pour libérer une sculpture vivante et souvent malicieuse, ornant les miséricordes, ces petites consoles servant de modestes et discrets appuis pour les chanoines fatigués par les longs offices. Mais toutes ces sculptures ne s'offraient alors qu'au regard des chanoines et de l'évêque, occupant seul cet espace sacré et séparé de la nef des fidèles par une haute tribune de calcaire, le jubé, déplacée par la suite au XIXe siècle au sud du transept. L'installation de François d'Estaing sur le siège épiscopal de Rodez en 1504 ouvre une période faste. La cathédrale est pour lui une grande œuvre qu'il faut contribuer à achever, surtout après l'incendie du clocher, une nuit de 1510. Le récit de ce traumatisme est gravé dans la chair de la pierre en 1000 lettres gothiques. L'évêque offre alors à l'édifice un nouveau clocher, digne de sa magnificence, une fleur d'arrière-saison gothique. 7 statues prennent place, dont une annonciation accompagnée des premiers évêques fondateurs de Rodez, Saint Martial, Saint Amand et son diacre Nahamas, puis Saint Dalmas. Aux angles, 4 tourelles ornées chacune des statues des apôtres poursuivent l'irrésistible ascension, offrant aux 4 religieux qui les surmontent une place privilégiée, seuls dans le ciel avec la Vierge, afin d'assister à son Assomption. La légende les rapproche encore un peu plus près du ciel. Ne raconte-t-on pas que la nuit, pendant le sommeil des ouvriers, les 4 personnages de Pierre continuaient l'incroyable travail? Consummatum est, les derniers mots de Jésus sur la croix, sont gravés au pied de la Vierge, offrant à Dieu l'aboutissement de l'ouvrage de foi et de Pierre. Le clocher est terminé, mais la cathédrale attend, elle, son achèvement. Les murs de la nef sont montés et une grande rose de grès scintille au couchant du soleil.
Le sommet du massif occidental de Notre-Dame de Rodez atteint alors son couronnement, son apothéose. En 1529, Georges d'Armagnac succède à François d'Estaing. Ce sera un grand prélat à l'évêché de Rodez et bientôt ambassadeur du roi de France à Rome. Il est assisté d'un secrétaire exceptionnel, Guillaume Filandrier, grand connaisseur de la Renaissance italienne. Ce sont ces hommes qui, en compagnie de l'architecte Jean Salvant, désirent achever la cathédrale de façon éclatante, osant une toute nouvelle architecture en France, une façade d'église idéale, expression précoce de la grande architecture romaine, dont l'église du Gesù à Rome sera l'aboutissement. Mais ce n'est pas terminé. Les 2 inscriptions gravées sur la tour sud révèlent un autre ambitieux projet, faire de la cathédrale consacrée à la Vierge une merveille plus inouïe encore que les pyramides. Que s'effacent les masses absurdes des pyramides des Égyptiens, salut aux vraies merveilles du monde. Nous autres admirons la beauté du lieu auguste, consacré par la Sainte Vierge. Le projet devait s'achever par une réalisation comparable au clocher prévu pour Saint-Pierre de Rome. Les travaux restent interrompus au-dessus de la base des colonnes du premier niveau. Le début des guerres de religion marque la fin du chantier, interrompu dans un ultime élan. Mais à l'intérieur, le voyage se poursuit. Vitraux, sculptures, décors, autels, tombeaux, peintures ornent Notre-Dame au fur et à mesure de sa construction. Tout ce décor participe du voyage sensoriel que doit offrir un tel édifice. Ce n'est pas encore le ciel, mais ce n'est plus la terre. Les lumières chamarrées des vitraux évoquent la Jérusalem céleste. Les peintures racontent l'histoire sainte. Les voûtes prennent leur élan vers le ciel. L'épaisseur des pierres nous isole du monde extérieur et l'odeur des cierges qui se consument en petites flammes mystérieuses. Et puis il y a soudain le ciel qui fait entendre sa voix. L'orgue. La cathédrale vibre de tout son être. Agenouillés sur les dalles luisantes face à la majesté de l'orgue, les fidèles sont transportés. Les yeux et les âmes s'élèvent jusqu'à l'Assomption de la Vierge, accompagnés par les anges et portés par leurs chants. Quand on se retourne aujourd'hui, comme au XVIe siècle, on peut contempler ce que n'ont pas vu beaucoup de bâtisseurs, c'est-à-dire Notre-Dame de Rodez dans sa totalité, son immensité de pierre, une aventure de 3 siècles, au-delà des hommes, un doigt posé sur les lèvres du grand mystère. Mais une cathédrale n'est jamais terminée. Il faut continuer à la reconstruire, petit à petit, comme on restaure les lacunes ou les manques d'un tableau, soigner les plaies de la Révolution, et l'inexorable ressac de l'océan du temps qui craquelle, fissure et efface la main des hommes posée un instant sur les pierres. Alors je suis arrivé en 83 à Rodez. Effectivement, quand je suis arrivé en voiture, de loin, je m'étais arrêté, je me souviens, à une station-service. Je voyais ce clocher de loin. Je demandais à cette dame, elle m'a dit « Je suis ici, la cathédrale de Rodez ?» Elle me dit « Oui ». Quand je suis arrivé en me disant « C'est là où je vais travailler », j'avais déjà une certaine émotion de pouvoir travailler sur cet édifice parce qu'on le voyait de partout. Déjà sur le Rouergue, sur ce piton, en arrivant à Rodez, j'étais déjà impressionné par l'édifice. J'avais travaillé sur d'autres cathédrales, mais celle-ci, elle avait cette espèce d'harmonie avec son contexte, avec sa nature, avec son paysage. Elle était là, plantée en plein centre-ville. La cathédrale, d'abord, c'est l'église mère du diocèse. C'est l'église de l'évêque, c'est-à-dire de celui qui est responsable de la communauté catholique en Aveyron. Et donc je crois que c'est d'être prêt, d'être au service de cette communauté qui se réunit dans ce lieu. C'est une grâce, c'est une joie. C'est une église tout à fait particulière, c'est la cathédrale de l'évêque, c'est-à-dire le lieu où l'évêque préside les célébrations les plus importantes. C'est le lieu, on parle de cathédrale parce qu'il y a la cathèdre, qui est le siège sur lequel s'assoit l'évêque et du lieu où il accueille la parole, du lieu où il enseigne aussi les chrétiens qu'il rassemble. Et à cause de cela, c'est l'église centrale du diocèse. Donc c'est aussi l'église où on vit les grandes célébrations au fil de l'année qui rassemblent l'essentiel du peuple chrétien. Effectivement, sur cet édifice, 30 ans, 35 ans de connivence avec elle, où je l'ai vue de partout, j'ai touché un peu son épiderme, on connaît un petit peu je connais ses joints, je connais comment ça a été fait avec cette couleur, la pierre d'où elle vient. Si je me tourne,
quelque part, je me dis, tiens, cette pierre, c'est un tel qui l'a fait. On a fait ça. Si je regarde celle-ci, je dis, tiens, c'est mes ouvriers qui sont en caricature là. Si je peux vous faire voir différents endroits où il y a une petite main sur un arc-boutant qu'on aperçoit, je ne sais pas si on aura la bonne lumière pour la voir, mais quand je l'ai nettoyée, découverte à l'époque, il y a peut-être une vingtaine d'années, ou un petit peu plus, je me suis dit, c'est un tailleur de pierre qui s'est fait coincer la main, et en mémoire, ils lui ont taillé une petite main. On voit vraiment tous ses traits, elle est là, elle est dans ce petit coin-là. Et puis je pense aussi que c'est un lieu qui n'est pas exclusivement la propriété des chrétiens, mais c'est un lieu aussi que, à Rodez, on vient voir la cathédrale, on vient la visiter, hein, on y passe, même on la traverse parfois en déambulant, vous voyez. Donc par exemple cet été, il y a eu une réalisation artistique là, avec une illumination des voûtes. Il y a un travail tout à fait impressionnant qui avait été réalisé, où de multiples personnes sont venues dans la cathédrale et ont participé à cet événement. Et je crois aussi que ça nous rappelle que les cathédrales étaient toujours un lieu dans l'histoire où le peuple y avait sa place, où il était accueilli, et où dans les périodes de conflits on pouvait s'y protéger, dans les périodes de maladie on pouvait aussi s'y abriter. Et je crois que la cathédrale garde aussi cette fonction-là. Elle n'a pas une exclusivité du peuple de Dieu, ce qui me semble heureux, parce qu'elle est un lieu pour les chrétiens tout à fait fondamental, mais elle est un lieu aussi qui appartient à tous. Il y a des jeunes migrants qui arrivent à Rodez, qui étaient un peu à l'abandon. Personne n'en voulait, donc nous avons décidé de les accueillir momentanément avant qu'ils puissent trouver un lieu d'hébergement. Donc c'est un hébergement provisoire que nous leur fournissons. Alors nous le faisons en lien avec le Secours catholique. Accueillir des migrants, c'est une grande tradition biblique. On trouve ça tout au long de la Bible et de l'histoire de l'Église. Quelque part, nous sommes tous des migrants. Donc nous travaillons à la fois sur des projets de petites restaurations. Donc on peut voir à l'intérieur de la cathédrale un certain nombre de ces restaurations. Par exemple, il y a l'horloge de la cathédrale qui a été remise en circulation, en service, il y a de cela 2 ou 3 ans maintenant. Nous avons aussi une clé de voûte qui était d'ailleurs à l'origine, puisqu'elle avait chuté, elle était à l'origine de la création de l'association, donc une clé de voûte qui a été aussi restaurée. Ensuite, une de nos actions, c'est aussi de faire savoir, de faire connaître, donc de faire toucher au grand public du doigt donc la valeur qu'a l'édifice. Et pour cela, donc, nous avons un accueil tous les étés à la cathédrale. Nous faisons aussi visiter la cathédrale. Et nous travaillons aussi sur de la recherche, puisqu'il faut aussi apporter de la connaissance sur cet édifice qui le mérite. Voilà, mais je suis responsable d'un instrument classique français qui est très connu, aussi bien en France, en Europe et aussi au-delà de l'Europe. Puisque des Américains connaissent le buffet de Rodez, aussi des Australiens sont passés par Rodez. Voilà, alors avoir en charge un instrument comme ça, c'est d'abord un plaisir. On ne compte pas les heures qu'on passe à recevoir des organistes de passage, puisqu'on est là pour montrer le patrimoine. C'est une passion et l'orgue n'est vraiment pas à moi, je suis un passeur et je m'inscris dans la lignée d'autres organistes. Et je trouve que c'est normal que je puisse montrer l'instrument, le patrimoine ruthénois. Ça m'a épuisé, moi, ces 3 siècles de construction de cathédrale, je suis vanné. Qu'est-ce que vous fichez là encore, Savignoni? Vous avez raison. Maintenant, je vais vous faire visiter la cité. Au Moyen-Âge, la porte de Lemberg était l'une des principales entrées de la ville, alors ceinte de ses remparts. C'est par là qu'aboutissait, après la rude côte Saint-Cirice, la grande route venant de l'Auvergne. Les fortifications ont disparu, mais le nom est resté en se déformant, Envergne, Envergue, puis Ambergue. Cette grande voie de commerce était aussi celle des entrées des personnages importants, des évêques, mais aussi de François Ier et de sa suite en 1533. Auparavant, on avait pris soin de démolir des façades en encorbellement afin que le cortège royal ne s'en trouve pas gêné lors de son passage et bénéficie de davantage de lumière. Plus haut, le quartier de la cité est marqué par l'emprise de l'église.
De l'évêque tout d'abord. Au nord de la cathédrale prend place le palais de l'évêché et son vaste parc, et sur la place de la Cité, on rendait justice au nom de l'évêque dans l'officialité. Les chanoines habitaient de belles demeures proches de la cathédrale. La rue des Hebdomadiers, renommée rue Séguy, conservait le souvenir de ceux qui assuraient des offices chaque semaine. De nombreux couvents et églises se trouvaient dans la cité, Saint-Vincent et Saint-Maurice, les Annonciades ou encore le couvent Sainte-Catherine et les Jacobins. Ils comportaient des espaces libres, importants, qui ont parfois subsisté jusqu'à nos jours. Les bâtiments étaient moins serrés que dans le bourg et de beaux hôtels particuliers ont pu être implantés à partir du XVIe siècle. Ils bénéficiaient parfois de jardins du côté des anciens remparts. Leur haut plafond abritait l'aristocratie et la bourgeoisie locale. On imagine des souliers de cuir aux broderies de soie glissant sur de vastes planchers cirés et le tintement d'une canne en bois de rose ou d'amourette sur les marches en pierre des escaliers d'apparat. Les chevaux prenaient place dans des écuries sur les cours, après avoir passé les vastes portails, affirmant sur la rue le statut des propriétaires. Le bruit des sabots et le cliquetis des attelages résonnaient dans les rues comme dans les mémoires. Ainsi, on se souviendra longtemps de la sortie de la calèche du vicomte de Bonal, attelé de 2 chevaux gris, mené par un cocher en haut de forme et habillé à boutons de cuivre. Éblouis par ce luxe, les enfants se tenaient à l'écart et silencieux pour admirer le spectacle. Dans ce Saint-Germain-Ruténois subsistent les façades des belles demeures, les portes moulurées, les ferronneries et à l'intérieur des cheminées et hauts plafonds ornés de gypseries, les escaliers monumentaux ornés de peintures ou de sculptures. Autant de manifestations de nombreux savoir-faire qui donnent aujourd'hui un cadre privilégié à l'activité de nombreux artisans présents dans le quartier. C'est vrai que c'est un quartier dans lequel il se crée de plus en plus de liens entre les gens et qu'il y a beaucoup de créateurs dans pas mal de disciplines différentes qui se sont installés ici. Et c'est un quartier qui se dynamise de plus en plus. Et moi, je suis vraiment fier et heureux d'habiter ici et de travailler dans ce quartier. Et en même temps, c'est un quartier qui a été complètement déshérité pendant un certain temps. Moi, quand je suis arrivée, cette maison, il y avait juste l'eau, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de chauffage, c'était des quartiers un peu, certaines maisons, c'est un quartier qui a été un peu mixte, c'est-à-dire il y avait de très beaux hôtels particuliers et il y avait le populaire aussi, les gens qui étaient pauvres, très pauvres, qui habitaient dans ce quartier. Il y avait des gens qui n'avaient pas l'eau. Une vie de village, moi je dirais, avec des gens très différents, d'origines différentes, de savoir-faire différents, des gens toujours intéressants. Et bon, on ne va pas tous forcément dans la même direction, mais il y a toujours des rencontres intéressantes, quoi. On se suit, on se connaît. S'il y en a un qui a quelque chose, on le sait. On a un peu l'impression d'être dans un village au milieu de la ville. Ouais. En plus, on a la chance d'avoir la place des Ambergues au milieu, qui est un endroit avec des arbres, de la végétation. C'est une petite oasis, quoi, au centre-ville. C'est un petit paradis, quoi. Mais c'est vraiment un esprit de village, en fait, un peu famille, cocon, où on est tous bienvenus, en fait, et tout le monde est une espèce de dynamisme, en fait, de n'importe quel milieu, n'importe quel rang social. C'est assez... Il y a un beau rapport humain. Ouais. Hétéroclite. Tous les matins, c'est vrai que dans le quartier, on aime se balader parce qu'il y a un beau rapport humain, oui, c'est ça. Complètement. Puis les gens se connaissent tous, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, les habitants, les créateurs. C'est comme une petite ville dans la ville. Et tout ça autour du square Supervie, du patio des Ambergues. Et on se connaît vraiment tous. Donc c'est vraiment un village, c'est ça, une place de village. Et c'est hyper agréable. C'est vrai que les pavés, en plus, je trouve beaucoup renforcé en plus ce lien. Il y a aussi toutes les associations, il y a aussi Station A, enfin je veux dire, il y a une espèce de dynamique qui prend une tournure et qui pourrait bien faire de ce quartier un des plus prisés de Rodez. Je sais pas, je suis passée, je suis allée boire un thé en face, j'ai vu ici, et je me suis dit, c'est là que je veux y être, et je dû remuer montagne pour y être là, et c'est là que je suis bien. J'ai un magnifique jardin, j'ai des voisins superbes, j'ai une rue qui me ressemble en soi. Elle est dynamique, c'est un village
tout en étant dans une ville. Elle me ressemble, cette rue. Et quand on organise, et je suis content que Bastien veuille continuer à faire ça, on a organisé des concerts, des soirées de temps en temps. Ça nous permet d'avoir des pianos de haut de gamme avec des pianistes confirmés ou très confirmés. Donc c'est toujours intéressant de faire des moments, de créer des moments comme ça qui sont conviviaux, où tous les gens se rencontrent. Il y a tout un tas d'artistes qui viennent de tous les bords. Et donc on va continuer à faire ça parce que ça demande un peu de travail, mais c'est vraiment très sympa, quoi. Sous ces airs endormis, ce quartier, il est en fait extrêmement vivant. Et nous, on se rend compte que dans les synergies et les mutualisations qu'on a lancées et qu'on est en train de lancer, notamment au niveau de l'atelier participatif, trouver un bout de cave, trouver un archi avec une machine à commande numérique, un lieu de rencontre, le café, tout ça à 30 mètres les uns des autres, en fait. On a souvent utilisé cet exemple de la place du village pour définir Station A, et en fait là on le vit puisque cette place, alors nous on est sur le square des Ambergues, mais c'est exactement la même chose sur l'autre square, il y a une vie qui se recrée autour de ces choses-là, et c'était le maréchal Ferrand qui traverse la place pour aller voir le forgeron, enfin voilà, et donc c'est un peu en fait, alors c'est sûr, c'est avec des machines à commande numérique, des ateliers, des comptoirs et puis de la convivialité, mais en fait finalement on y retrouve un peu ce qu'est le concept de tiers-lieu. Ben, c'est le carrefour, c'est la rue de Sonac, la rue de Bonal et le square Supervie. Bon, le square n'existait pas quand je suis arrivé, mais comme les gens se rencontrent au carrefour, à Paris ils appellent ça une maison d'angle. La maison d'angle, c'est la maison où les gens se retrouvent. Donc c'est l'identité du café, c'est le bar de quartier en fait. Donc tu aimes bien les histoires des gens? J'aime les histoires des gens et j'aime les gens aussi. Donc c'est un métier assez usant, mais les gens le rendent bien. Oui, alors c'est une supposition. Jusqu'à maintenant, on m'a jamais rien dit. Mais je m'attends que la mairie, ou je sais pas, ou un procès verbal, où une fille me dise, affaire vous concernant, il faut arrêter, il faut enlever ce que j'ai fait, pour pas que les gens prennent en photo les machins, vous voyez, de chez moi. Parce que ça pourrait faire concurrence au musée Soulages. Dans ce genre-là. Je m'y attends. Non, il est vrai que cette vitrine sur la rue aussi permet de donner une attractivité au quartier. Et ça, je me rends compte tous les jours, même en période touristique, les gens s'arrêtent, rentrent, posent des questions. Et voilà, il y a une relation qui s'établit autour du geste, qui est très intéressante. Et je me rends compte de l'attachement que les gens ont à ces métiers. On est toujours resté là. Vous êtes attaché à ce quartier? Oui, oui. Le quartier, la cathédrale surtout. Alors c'est pas évident de trouver un local de 100 mètres carrés en centre-ville, je crois que c'est le seul qu'on a trouvé à ce moment-là. Donc il s'avère que c'était l'ancienne taverne, le restaurant assez emblématique de Rodez, de la cuisine aveyronnaise. Donc on l'a trouvé, on a vu la surface, on a vu qu'il était positionné aussi à un endroit dans la rue qui nous plaisait beaucoup parce que c'est le pli de la rue des Ambergues. Et c'est là où on sent que la rue bascule aussi. On a la rue haute, on a la rue basse, et on était entre ces deux endroits. Et on s'est dit, il va se passer quelque chose dans ce lieu, c'est sûr. Et effectivement, en fait, on le voit, nous, on est situé vraiment à un carrefour. Quand on crée des événements, des expos, ou des lieux des fêtes de quartier, ce local-là, ça devient vraiment le local de passage, de rencontre, il se passe quelque chose, les gens l'empruntent, le traversent. Je crois que vous étiez. Et qu'est-ce que ça fait d'habiter dans une maison aussi, avec des peintures au plafond? C'est une habitude. Hein. Vous les voyez encore, hein? Pardi. Qui? Les peintures. Pardi, qu'on les voit. Ce bel escalier. Et j'y passe tous les jours. Ça vous fait quelque chose? Parce que là, c'est un bâtiment quand même qui a 3 ou 4 siècles, un bâtiment prestigieux. Oui, mais bon, c'est une question d'habitude. Je suis chez moi. C'est moi qui nettoie, c'est moi qui fleuris. Dites ma soeur, attends. Bon, vous avez fini? Allez. Vous montez pas? Si, évidemment. Je pense que d'être au cœur de ville comme on l'est actuellement, ça a vraiment surtout la vertu, au-delà de l'architecture, au-delà du bâtiment. Alors bien sûr que les jeunes sont toujours sensibles à ça, hein, parce que quand on vient se former dans un métier manuel, on a tous une déformation professionnelle. Je veux dire, un menuisier aura tendance à regarder les portes, les fenêtres, un tailleur de pierre regardera bien sûr la cathédrale avec beaucoup d'émotion, mais c'est surtout qu'on a la possibilité d'être proche des gens.
de pouvoir rencontrer des locaux, pouvoir tisser des liens, des associations locales, faire des choses ensemble. Quand on est un peu plus excentré, c'est sûr qu'on n'a pas la même aura et pas le même relationnel avec les gens du cru, on va dire. Et là, c'est vrai que ça le permet bien à Rodez. On est le samedi, il y a le marché, les jeunes à la pause s'acheter des farceaux. Ils sont baignés dans l'ambiance ruténoise, on va dire. Les travaux menés en septembre 2019 donc, sur l'aménagement de la place de la Cité par la mairie de Rodez a été l'occasion de mettre au jour de nouveaux vestiges qui étaient très peu connus, à savoir la fontaine ici avec son regard, la première fontaine publique qui a été mise en service à Rodez en août 1857. Cette fontaine était alimentée par l'ancien aqueduc gallo-romain de Vors, qui a été remis à eau à l'occasion de travaux pharaoniques menés au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle pour remettre cet aqueduc en service. Et donc cette fontaine a été la première fontaine mise en eau en août 1857. Elle a été immortalisée par une gravure de cette époque-là dans le journal L'Illustration et on en avait perdu complètement trace. Et là, elle a été redécouverte à l'occasion de ces travaux. Ah oui, il y a un secret. J'avais oublié de vous dire le secret. Ah, il y a un secret, c'est vrai. Oh là là, ouais. Il faut venir chez moi, devant chez moi, quand il fait soleil, entre midi et 13h. On va dire 12h30. En plein soleil, parce que j'ai mis du papier 3D qui réfléchit toutes les couleurs. Et quand vous faites un pas comme ça ou un pas comme ça change à chaque fois. C'est le secret. Voilà. Allez, vous tournez bien. Regardez, là, c'est le clocher de Notre-Dame de Rodez. La cathédrale de Notre-Dame de Rodez. Donc ça fait 8 siècles qu'elle est là. Tout ce que j'ai raconté sur le clocher, la cathédrale et la cité, c'était vrai. Oui, je suis un peu au courant qu'il y a une cathédrale à Rodez, Savignoni. Vous m'avez l'air un peu fatigué. Très fatigué. Bonjour, je viens chercher mon groupe pour la visite du musée Soulage. Soulage? Le peintre? Non mais Soulage, c'est le musée Fabre à Montpellier. Per boschi selaio, l'inodiano de cure, l'inodiano de cure, per ser l'uno fort, per ser l'uno fort. C'est toi qui dirige la tondeuse en fait? Ouais. Alors là, on va essayer de passer entre le massif là. Ouais.